partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Nous sommes dans cette planète Terre et des enjeux cruciaux sont en train de se jouer. Depuis l'accord de Paris, les nations s'y sont convenues sur la marche du monde concernant la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Laurent Fabius valide l'accord sur le climat après 13 jours de négociations. En assemblée plénière, c'est l'ovation. L'accord est historique. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Barack Obama, à son tour, salue l'événement. Il y a quelques heures, nous avons réussi. Tous ensemble, nous nous sommes réunis autour d'un accord fort dont le monde a besoin. Un projet qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, avec objectif de descendre à 1,5 degré. Huit ans après, nous avons Dubaï, COP Dubaï, conférence de parties sur la préservation de l'environnement et la protection de la planète. Les grandes puissances du monde, la France, les États-Unis, l'Inde, la Russie, même si la Russie est exclue à cause de la guerre en Ukraine, toutes ces grandes puissances se sont rencontrées en France pour parler du réchauffement climatique, du danger, suite à la manière dont les ressources naturelles pour produire les richesses des nations sont en train de détruire la planète, notamment le réchauffement climatique, qui devrait être en dessous de 1,5 degré Celsius en principe. Maintenant, la grande problématique, les nations se sont forgées, ont bâti leur richesse par l'exploitation des ressources naturelles. Mon pays, devant cette Assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il nous lie. Il nous rassemble. Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les États, mais aussi entre les générations. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports, mais nous ne reculerons pas. Mais nous continuerons avec tous les gouvernements, avec les collectivités locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du monde, à mettre en œuvre l'accord de Paris. Nous avons pour nous la force des pionniers, l'endurance, la certitude et l'énergie de ceux qui veulent construire un monde meilleur. Et oui, ce monde meilleur créera de l'innovation, des emplois, n'en déplaise à ceux et celles qui veulent croire que l'avenir ne se regarde qu'en arrière. Notamment, dans ces ressources naturelles, vous avez les pétroles, vous avez les gaz, vous avez le charbon. Les États-Unis, la France, toutes ces grandes puissances qu'on appelait pays industrialisés, se sont industrialisés grâce aux énergies fossiles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la conférence de parties? COP 28, comme cela s'appelle, se déroule à Dubaï. Quand vous allez dans les Émiratis, dans les pays arabes, dans les Émirats arabes, vous remarquerez que c'était des pays désertiques. Et ces pays désertiques se sont forgés
on construit des villes de rêve, notamment quand vous allez à Dubaï. C'est vraiment un rêve. C'est grâce au pétrole. Mais quel est l'enjeu maintenant? Sortir des énergies fossiles. Et la grande question de notre magazine, notre analyse de ce jour, est-ce que c'est possible de sortir des énergies fossiles? Par énergie fossile, il faut comprendre les énergies provenant du pétrole, du gaz et du charbon. Or, ces énergies émettent le carbone, le CO2. Et ce carbone en forte concentration va réchauffer la planète par effet de serre. Et par forte concentration, en contact avec la mer, l'eau devient salée, inconsommable. Donc, ça veut dire la nature en péril. Mais la grande problématique, qui dit mettre fin à l'utilisation, à l'exploitation des énergies fossiles, c'est de l'autre côté détruire l'expansion, la croissance de certains pays comme les pays arabes qui se sont industrialisés grâce à cette richesse. Or, les États-Unis, la France et les autres se sont industrialisés, développés, atteints ces niveaux grâce à ce même énergie fossile. D'où la grande bataille de Dubaï. Comme nous aimons le dire, nous, en tant que journalistes, nous ne venons pas donner notre vision de fait, nous apportons les visions de fait de la communauté, des uns et des autres. Est-ce que la conférence de parties sur le climat a lieu d'être? Déjà, en choisissant d'abriter ce sommet à Dubaï, c'est comme si vous allez dans l'industrie du tabac, dans le quartier général, aller faire. Parce que les énergies fossiles sont exploitées à haut niveau et donnent des richesses au Qatar, aux pays arabes, à un haut niveau. Vous allez dans les pays producteurs de pétrole, l'OPEP. Est-ce que c'était judicieux? Maintenant, nous allons présenter les analyses pour ou contre. Pour ceux qui sont pour un accord sortant les nations de l'exploitation des énergies fossiles, nous avons les États-Unis qui se pointent en tête comme le protecteur de la planète, le manager en gestion des énergies pour pouvoir protéger la planète, préserver l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Mais les États-Unis d'Amérique s'est développé grâce au pétrole. Le rêve américain, c'était place au pétrole. On a exploité le pétrole, sans compter les mines d'or, ainsi de suite, mais c'était surtout le pétrole. Les plus grands pétroliers sont dans ce pays, aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce lobby pétrolier entend de la même manière? Vous avez la France. La France s'est développée grâce au charbon et puis grâce à ces entreprises pétrolières. Même si la France n'avait pas du pétrole, mais vous avez des grandes sociétés françaises. Elf, Chevron, vous avez Total, vous avez tout ça. Quand on dit Chevron, on voit les États-Unis d'Amérique, mais vous avez Elf, Total Elf, qui a colonisé une grande partie de l'Afrique. La France-Afrique s'est bâtie sur Elf. Donc, vous avez des centaines d'années où certains pays se sont développés grâce aux énergies fossiles, l'Union européenne, mais après,
la donne change, ils mettent sur pied les scientifiques et les scientifiques vont faire des recherches, notamment les scientifiques de l'Union européenne associés aux scientifiques des États-Unis d'Amérique, pour démontrer qu'il était vraiment important de réduire la température de la planète d'1 degré. Mais réduire la température de la planète d'1 degré a des conséquences. Et ces conséquences, c'est pouvoir réduire sensiblement les énergies, les sources d'énergie qui produisent le carbone, dont les énergies fossiles causent du réchauffement climatique à cause de l'exploitation du pétrole, du charbon et des gaz. Mais nous allons nous poser la question, est-ce que si ce pays industrialisé n'avait pas exploité les énergies fossiles, pouvait-il prétendre au développement, à la puissance quand vous parlez du G20? Est-ce que vous pouvez parler du G20, de ces grandes nations, sans énergie fossile? Parce que toutes ces grandes sociétés pétrolières connaissaient certaines situations, selon les documentaires, parce que pour mener des prospections, ils avaient des chimistes, ils avaient des biologistes qui pouvaient leur donner. Mais ils ont pris conscience pour dire que si nous continuons, il y a la fonte de banquise, il y a la montée des eaux, il y a les catastrophes naturelles, il y a les inondations, et toutes ces calamités, la Terre va vers une catastrophe. Les négociations durent jusqu'au dernier moment. Cette 28e édition à Dubaï ne déroge pas à la règle. Comment parvenir à un accord significatif? Tout d'abord, il faut éliminer les obstacles tactiques inutiles qui ont été nombreux tout au long de ce périple. L'objectif reste ambitieux, limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré en sortant progressivement des énergies fossiles. Cela marquerait donc le début de la fin pour le pétrole, le gaz ou encore le charbon. Moi, j'ai entendu beaucoup de pays qui étaient très clairs sur le fait qu'il fallait tenir la trajectoire à 1,5 degré et sur le fait qu'il fallait, pour se faire écouter la science et donc sortir des énergies fossiles, sans aucune ambiguïté. Il y a bien sûr des pays qui sont contre, mais ces pays qui sont contre ne sont pas si nombreux. Peu nombreux, mais très puissants. L'Arabie Saoudite, premier exportateur d'or noir au monde, ou encore l'Irak, promettent un bouleversement de l'économie mondiale si un tel accord est trouvé. Sultan El Jaber, le président émirati de la COP28 et patron de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, se veut diplomate. Nous devons bouger beaucoup plus vite. Quand nous avons des problèmes ou des inquiétudes, il faut en parler ouvertement ou que les pays nous les communiquent, de manière équitable, juste et qui inclut tout le monde. Pour parvenir à un texte commun, dans tous les cas, les pays riches devront donner des gages aux pays émergents, très dépendants du charbon pour produire de l'électricité notamment. Beaucoup demandent des aides financières pour développer l'énergie solaire ou encore l'énergie éolienne. Mais ceux qui sont contre, les pays arabes, les pays de l'OPEP, les pays de l'OPEP voient d'un mauvais œil les Arabes, et notamment les pays moins industrialisés, moins développés, comme en Afrique et certains coins du monde, voient d'un mauvais œil. Parce que les pays industrialisés ont eu le temps de se préparer pour la transition vers les énergies renouvelables, le solaire, le véhicule électrique. Mais les pays arabes dont on acclamé, comme Dubaï, les Émiratis, le Qatar, surviennent d'entrer dans la danse du développement grâce aux énergies fossiles. L'OPEP, pays producteur du pétrole, sont capables de gérer les indices boursiers, les finances mondiales, en régulant les prix du baril du pétrole sur le marché international. C'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a la richesse qui dirige. Les Arabes voient d'un mauvais œil en se disant
que si on leur ravissait ce levier de pouvoir exploiter les énergies fossiles, qu'est-ce qui leur resterait en main pour prétendre à l'émergence de leur État et non pour soutenir plus l'émergence de leur État? C'est la grande question que nous nous posons ensemble. Est-ce que l'Afrique, qui n'a aucune garantie de son lendemain, 60 ans d'indépendance, l'Afrique n'a pas monté des entreprises dignes pour pouvoir exploiter, transformer et commercialiser ses ressources naturelles. Vous avez plusieurs pays d'Afrique qui possèdent des plus grands gisements, plus grands stocks sous-marines et terres, des gaz, de pétrole, de charbon. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, toutes ces grandes puissances ont bénéficié de l'exploitation de cette richesse, de cette potentialité en allant transformer ces jeux. Mais aujourd'hui, demander à l'Afrique de ne plus compter sur les énergies fossiles, est-ce que ce n'est pas encore asphyxier l'Afrique qui a un sérieux problème de management à cause de ses dirigeants qui n'ont jamais pu trouver des solutions malgré une moyenne de 60 ans d'indépendance, 60 ans de règne dans la gestion de l'Afrique par les décideurs africains? C'est-à-dire que, imaginez qu'on va pouvoir résoudre par exemple la question énergétique uniquement avec des solutions genre high-tech, nucléaire, solaire, éolien. Et ça pose énormément de problèmes. Pour une raison toute simple, c'est qu'en ce moment, l'énergie au niveau global, 80%, c'est des fossiles. Et c'est stable, en gros. Depuis les années 70, et qu'on parle de changement climatique et de problème du pic du pétrole, on reste stable. À 80%, ça vient du gaz, du pétrole et du charbon. Et ça ne bouge pas. Donc, voilà, historiquement, ça paraît peu probable qu'il y ait un changement assez rapide au niveau technologique pour changer ça drastiquement à très court terme. Parce qu'une fois encore, il faut décarboner, enlever tous les fossiles avant 2050. D'accord ? Donc ça, c'est du jamais vu en termes historiques. Et moi, je suis un peu historien de l'énergie. Et il y a une chose que l'histoire de l'énergie nous apprend, c'est qu'il n'y a pas de transition énergétique dans le passé. Il n'y a que des additions énergétiques. Oui, vous n'aimez pas du tout ce terme de transition énergétique. Je pense qu'en fait, il fait croire que par le passé, il y a eu des transitions énergétiques, qu'on serait passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Et en fait, c'est pas ça. On passe du bois à un système énergétique, bois plus charbon, puis bois plus charbon plus pétrole. On n'a jamais consommé autant de bois que maintenant. Pour l'Afrique, par exemple, aller vers la transition des énergies nouvelles et renouvelables demande des moyens qu'ils ne possèdent pas. Et pour les populations autochtones qui dépendent de ces énergies, parce qu'il faut couper le bois, une maman dans la brousse, dans les zones périurbaines ou rurales, qui n'a pas d'électricité chez lui, pour chauffer de l'eau, faire la cuisine, faire le ménage, il a besoin du bois. Elle doit aller dans la forêt, dans la brousse, couper. Or, lorsque l'on coupe la forêt, les arbres qui sont là pour pouvoir protéger l'environnement sont détruits. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces ménages afin de compenser qu'ils ne puissent pas aller dans la forêt, couper les troncs d'arbres? Parce que leurs propres États n'ont pas pu trouver des solutions pour leur propre population. Et d'un certain regard, nous avons la Chine. La Chine qui espère devenir grande puissance du monde. Demandez à la Chine de résigner à pouvoir continuer à se réindustrialiser pour lutter contre, ou bien, je dirais, faire face au monopole américain, c'est lui demander beaucoup. Est-ce que la conférence de parties sur le climat a lieu d'être?
Est-ce qu'il n'y a pas de dessous de carte? Certains voient que c'est une nouvelle manivelle, cette question du climat, pour pouvoir freiner l'élan de certains pays qui se décident. Vous avez les pays du BRICS qui se réunissent autour de la Russie, le Brésil, qui sont aussi consommateurs des énergies fossiles. Est-ce qu'ils vont accepter? C'est la raison pour laquelle ce 12 décembre 2023 à Dubaï devait être signé un accord sur la rénonciation de pouvoir exploiter les énergies fossiles. Et de cet accord allait naître une loi internationale qui bannissait définitivement l'exploitation des énergies fossiles, dont la mort économique et financière de certaines puissances dans le monde, de la Chine, du continent africain. Et dans tout cela, est-ce que les Africains ne doivent pas avoir une certaine leçon? Est-ce que les dirigeants africains ne doivent pas se lever pour se dire assez, maintenant développons l'Afrique, parce qu'à l'allure où vont les choses, nos ressources naturelles ne vaudront que du sable, ne vaudront que du papier toilette, parce que ça n'aura aucun prix, aucun intérêt sur le marché mondial. Parce que si cet accord sur le climat est signé, c'est l'arrêt de mort socio-économique de la plupart des États africains qui n'ont pas d'autres économies de substitution ou des énergies de substitution. Le solaire n'est pas développé. Les barrages hydroélectriques ne sont pas développés. Les éoliennes ne sont pas développées. Ils comptent juste par l'exploitation des minerais bruts, pétrole brut pompé, aller raffiner à l'étranger. L'or brut est retiré du sol, aller raffiner à l'étranger. Le charbon, le gaz méthane. C'est la raison pour laquelle l'Afrique doit ouvrir l'œil et le bon. La géopolitique internationale, les questions économiques internationales demandent que les Africains, que les pays qui cherchent à devenir émergents, de pouvoir changer leur fusil d'épaule. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'ère du numérique à 100% par l'intelligence artificielle. De partout, vous nous avez suivis. Un grand merci.